est de tradition, les comptes rendus et les éléments de la récente réunion du Conseil européen des 29 et 30 juin dernier, réunion que le chef d'État a prématurément quittée en raison des violences urbaines qui secouaient notre pays. Je ne m'étendrai pas sur ces questions de politique intérieure, sinon pour regretter que l'image de la France en Europe a été encore une fois un peu écornée, un peu beaucoup même. D'autant que la visite d'État du président Macron en Allemagne a aussi été reportée quelques semaines après l'annulation de la visite du roi Charles en France. J'en reviens à la réunion du Conseil européen qui s'est tenue en présence du secrétaire général de l'OTAN et du président Zelensky, dans le contexte nouveau résultant de la rébellion du patron du groupe Wagner, Prigojine, qui a fait vaciller le Kremlin pendant presque 24 heures. Nous nous félicitons du contraste que cet épisode a donné à voir entre la fragilisation du pouvoir russe et l'unité constante du côté européen en soutien à l'Ukraine. Mais au-delà, nous serions intéressés de savoir quelle analyse faire de ce repli finalement effectué par Prigojine. Pendant un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas là une grande opération cinématographique. Concernant l'Ukraine toujours, je vous avais fait part lors du débat préalable au Conseil européen dans l'hémicycle du Sénat, qui se tenait la veille d'un coreper décisif, de notre inquiétude au sujet de la proposition législative européenne ASAP, destinée à accélérer la production de munitions, au vu du caractère très intrusif des pouvoirs que la Commission réclamait à cet effet, dans un domaine qui est évidemment régalien. Pourriez-vous nous rassurer sur ce point, au-delà de la simple mention que nous avons relevée dans les conclusions du Conseil européen, qui précisait que la réponse aux besoins urgents de l'Ukraine en matière militaire doit être apportée sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres et compte tenu des intérêts de tous les États membres en matière de sécurité et de défense? C'est quand même à décrypter. Par ailleurs, le Conseil européen a confirmé la perspective de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie, mais aussi aux Balkans occidentaux, qui attendaient sans doute un tel signal. Entre-temps, le Kosovo a été sanctionné et privé de subventions de l'Union européenne pour des projets relevant du cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux. Pouvez-vous nous préciser sur quel fondement ont été prises ces sanctions, dont les conclusions du Conseil européen ne présageaient pas, puisqu'elles se limitent à appeler à la désescalade entre le Kosovo et la Serbie? Dans quelle mesure ces sanctions risquent-elles de mettre en péril la trajectoire européenne du Kosovo à moyen terme, dans le but d'y ramener le calme à court terme? Comme attendu, concernant l'élargissement, le Conseil européen n'a malheureusement pas initié de débat à ce stade sur la capacité d'absorption de l'Union, capacité que j'avais interrogée lors de notre débat du 20 juin dans l'hémicycle. Mais il semble que ce débat s'amorce enfin. À l'ouverture du sommet des 27 à Bruxelles, le président du Conseil européen, Charles Michel, avait déclaré que le débat sur les réformes à mener pour intégrer l'Ukraine était désormais indispensable, tout en reconnaissant qu'il serait difficile. Et en marge du Conseil européen, le président de la République et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, ont partagé un petit déjeuner avec 8 autres chefs d'État ou de gouvernement pour entamer une réflexion sur ces réformes préalables à l'élargissement, tant en matière institutionnelle que sur le fond des politiques européennes. Pourriez-vous nous en dire plus, Madame la Ministre, sur le contenu de ces échanges qui ont été tenus en marge du Conseil? Concernant la relation entre l'Union européenne et la Chine, les conclusions du Conseil européen plaident pour des conditions de concurrence équitables afin que la relation commerciale et économique soit équilibrée, réciproque et mutuellement bénéfique, et appellent à réduire les dépendances et les vulnérabilités critiques de l'Union envers la Chine, y compris dans ses chaînes d'approvisionnement. Le Conseil européen tempère toutefois en précisant que l'Union européenne n'a pas d'intention de découplage ou de repli sur elle-même, ce qui sonne comme une concession faite à l'Allemagne, dont le chancelier a récemment déclaré que ce découplage avec la Chine ne devait pas être organisé par les autorités publiques, mais relever des seules entreprises. N'y a-t-il pas là une forme d'angélisme, alors que depuis la Chine a demandé au haut représentant, avec une semaine de préavis seulement, d'annuler sa visite et qu'elle a répliqué aux nouvelles restrictions néerlandaises sur l'export vers la Chine de puces avancées, en restreignant à son tour l'export vers l'Union européenne de 2 matières premières indispensables aux transitions vertes et numériques, et même à notre industrie de défense.
la divergence entre notre pays et l'Allemagne, sur la relation avec la Chine est-elle, selon vous, irrémédiable? Enfin, sur le sujet migratoire, et pas des moindres, nous notons qu'il n'a pas été possible au Conseil européen de parvenir à des conclusions partagées. 25 pays ont soutenu les conclusions prévues, encourageant l'action extérieure de l'Union pour juguler les flux migratoires. Mais malgré l'ajout d'un alinéa annonçant le renforcement du soutien aux pays qui accueillent des réfugiés ukrainiens, la Pologne et la Hongrie ne se sont pas ralliés au consensus. Cela signifie-t-il que la perspective de conclure le nouveau pacte asile-immigration que la présidence espagnole affiche comme une priorité, j'allais dire, elle n'a pas été la seule depuis plusieurs présidences, est hors d'atteinte? Madame la ministre, je vous cède la parole en espérant obtenir les réponses plus précises que celles que l'on a vues dans les conclusions. Et je donnerai ensuite la parole à mes collègues, à commencer par M. Kern, qui a demandé assez rapidement la parole puisqu'il doit nous quitter. Allez-y. Monsieur le Président, je vous remercie. Mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, je suis ravie de vous retrouver assez rapidement après le 20 juin, quand je vous avais présenté les enjeux du Conseil, pour venir vous rendre compte des principaux résultats obtenus et des discussions. Comme vous l'avez mentionné, la première partie du Conseil européen a évidemment été sur la situation en Ukraine et notamment sur les questions de défense et sécurité. La première chose était de discuter avec le secrétaire général de l'OTAN en préparation des sommets des 11 et 12 juillet à Vilnius. Là, lors de ces discussions, les États membres se sont engagés collectivement à ce que à la fois l'Union européenne et ses États membres puissent contribuer aux futures garanties de sécurité qui aideront l'Ukraine à se défendre dans la durée. L'idée est évidemment de fournir un soutien et des garanties suffisamment forts pour dissuader toute agression ou toute tentative de déstabilisation de façon pérenne. Et c'est un point que le Président avait évoqué dans son discours à Bratislava le 31 mai dernier. Voilà, donc c'était important d'avoir cette première discussion. Ensuite, toujours sur l'Ukraine, il y a une discussion sur la livraison de matériel militaire, où, comme vous le savez, l'idée est à nouveau de répondre aux besoins ukrainiens dans la durée, mais sans bien évidemment pénaliser les nôtres. C'est pour cela que le Président exprime le fait qu'il fallait passer à une économie de guerre. Et par là, ce que les chefs d'État et de gouvernement veulent dire, c'est renforcer les capacités de production de l'industrie de défense européenne, notamment les propositions à travers les achats conjoints, et c'est le projet EDIRPA que vous connaissez bien, et également le soutien à la production de munitions et de missiles ASAP que vous avez mentionné, Monsieur le Président, où l'idée est vraiment de préserver également les compétences nationales et bien sûr les intérêts de nos industries. Voilà. En outre, les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à la Commission de présenter d'ici à la fin de l'année des propositions qui soient concrètes dans le cadre du programme européen d'investissement dans la défense, EDIP. Ensuite, après le côté militaire, je crois qu'on peut tous être d'accord que la stabilité du continent ne sera assurée durablement que lorsque nous aurons une famille européenne unie. Et comme vous l'avez mentionné, il y a eu à la fois la discussion au Conseil européen sur les progrès de l'Ukraine et de la Moldavie sur leur chemin de l'adhésion à l'Union européenne, et également sur la nécessité de transformer l'Union européenne pour l'arrivée des nouveaux États membres. Vous avez mentionné le petit déjeuner en marge du Conseil. C'était effectivement un tour de table informel qui était là pour traiter à la fois de comment est-ce qu'on pouvait mieux réussir l'adhésion des pays candidats, donc de quel type de soutien ils pourraient avoir besoin, notamment pour être assurés du respect de l'état de droit dans la durée. Et puis les transformations qui seront nécessaires au sein de l'Union européenne en matière de politique, en matière de budget, en matière de gouvernance. Et bien sûr, ce sera suivi d'autres réunions. Il y a d'une part le groupe de travail franco-allemand que nous avons mis en place avec mon homologue allemande qui devrait rendre des conclusions, des options, on espère, au mois de septembre.
Et puis, de façon plus formelle, il y aura le discours sur l'état de l'Union, bien sûr, mais le Conseil européen informel de Grenade, où il y aura le rapport, cette fois formel, sur l'élargissement, et la date de décembre où devra être prise la décision d'ouvrir les négociations à l'adhésion ou non. Donc voilà où on en est sur l'élargissement. Il y avait un très grand bloc économie lors de ce Conseil européen, avec les enjeux de compétitivité et de sécurité économique. Comme vous savez, il y avait déjà été l'objet de décisions en février et en mars. Et donc je vais vous rendre compte sur les principaux piliers. D'abord, la réforme du marché de l'électricité. Évidemment, elle est essentielle pour que nous ayons des prix à la fois qui soient plus bas et plus stables, tout en continuant de favoriser l'investissement dans les sources décarbonées. Et là, le Conseil a décidé d'un calendrier ambitieux pour achever les négociations. Évidemment, l'idée, c'est d'arriver avant la fin de l'année, mais surtout le plus vite possible, de façon à donner des perspectives et de la visibilité aux ménages comme aux entreprises. Et quant à nous, nous avons refait le point, et nous continuerons de le faire, de la neutralité technologique entre les différentes sources d'énergie décarbonées. Vous nous y avez d'ailleurs invité dans votre résolution du 19 juin. Ça, c'est le premier bloc économique. Ça a été suivi de la réforme des règles budgétaires, qui sera évidemment importante pour encourager les investissements qui vont être nécessaires à la transition écologique, à la transition numérique et pour soutenir une croissance durable, mais aussi pour s'assurer que nos finances publiques soient soutenables. Et là aussi, les discussions sont encore en cours. Et enfin, le troisième point, c'est l'accélération de la réindustrialisation du continent. Et l'idée est vraiment de préserver notre leadership dans l'innovation et de rester à la pointe de l'innovation technologique. Et donc là, on a pu passer en revue et insister sur certains points en ce qui concerne le cadre temporaire pour les aides d'État, le règlement européen sur les semi-conducteurs, le règlement européen sur les matières premières critiques et la législation sur l'industrie net zéro, qui bien sûr est en ligne avec celle qui est actuellement discutée au Parlement. Ce que nous voulions vraiment, c'est à la fois un choc de simplification, réduire la bureaucratie européenne, avoir une politique industrielle moderne, donc qui vise les secteurs stratégiques et permettre la croissance de l'emploi, et puis s'assurer que nous renforçons notre souveraineté technologique dans la décarbonation. Enfin, puisque, comme vous saviez, nous avons demandé à ce qu'avec l'assouplissement des aides d'État, on puisse avoir plus de flexibilité et un fonds de souveraineté pour les pays qui n'ont pas le même espace budgétaire que les autres et pour éviter une fragmentation de l'Union européenne. Nous avons dû insister beaucoup, mais la Commission a enfin présenté une proposition pour créer un fonds de souveraineté qui, lui, visera effectivement des investissements stratégiques dans toute l'Union européenne. Alors, sur la souveraineté et l'économie toujours, je crois qu'il y avait un pan de la souveraineté dont nous avons beaucoup discuté avec vous et qui est important pour les Français, qui est la santé. Et évidemment, il s'agit là aussi d'assurer sur le sol européen la production de médicaments essentiels, d'arrêter de voir des personnes devoir chercher de pharmacie en pharmacie ce dont elles ont besoin. Donc pour cela, l'Union européenne se fixera des objectifs de production sur le sol européen, un peu comme nous avons fait avec les puces électroniques, et va se doter des instruments nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et je crois que c'est important pour montrer comme l'Union européenne est au service des personnes et de leur vie quotidienne. Et puis le dernier volant, c'est la sécurité économique européenne, qui est en lien avec, mais pas que, la Chine. Donc là, pour être précise, il s'agit d'abord de protéger le marché intérieur contre la concurrence déloyale, d'exiger la réciprocité en matière d'ouverture de marché public, de nous prémunir contre des achats d'entreprises stratégiques sur notre sol ou des investissements qui nuiraient à notre souveraineté. Évidemment, je pense par exemple à la protection des données que nous produisons, et de se fixer des règles sur les transferts technologiques et un mode opératoire. Et là encore, il s'agit de consolider la souveraineté de l'Union européenne. Donc voilà pour ce large volant économique, et comme vous l'avez relevé, Monsieur le Président, les chefs d'État ont consacré une assez longue partie de leurs échanges aux migrations. Alors je crois
Pour être équilibré, je crois qu'il faut reconnaître que nous avons fait beaucoup de progrès sur ce qui concerne la dimension interne, avec l'accord qui avait été trouvé sur les 2 textes majeurs du pacte asile et migration, et qui avait été débloqué sous la présidence française de l'Union européenne, un accord qui était bloqué depuis 10 ans. Donc on voit bien que c'est un sujet difficile. Ces 2 textes sont importants parce qu'ils permettent de renforcer les frontières extérieures, tout en traitant plus rapidement les demandes d'asile et en assurant notre sécurité. Donc voilà, si, comme vous le disiez, ce travail accompli sous les présidences françaises puis suédoises est à saluer, effectivement, les discussions entre chefs d'État n'ont pas permis d'adopter des conclusions consensuelles sur le sujet migratoire. C'est regrettable, parce que ce sujet doit évidemment être traité à 27. Aucun État membre ne peut faire face seul à ces enjeux. Nous restons toujours confiants dans le fait qu'il faut, en tous les cas, être résolument volontariste pour arriver à clore le pacte asile-migration sous la présidence espagnole. Et je rappelle que les discussions ont finalement concerné un tout petit nombre de pays, tout petit nombre de pays de parties ECR qui ont fait beaucoup de discussions alors qu'il y avait un accord qui avait été trouvé en COPER. Sur la... Qui les avantageait un petit peu aussi. Et qui, en tous les cas, réglait le point de première entrée. Et puis, comme vous le dites, la relocalisation n'était pas obligatoire, puisque c'est soit on prend des personnes, soit on contribue financièrement. Donc, c'était 2 textes qui sont équilibrés entre, effectivement, gérer les frontières extérieures, prendre en compte le cas des pays de première entrée, de ceux qui vont faire des efforts, de ceux dont la situation fait qu'ils préfèrent contribuer financièrement. C'est franchement un bon texte. Sur la dimension externe d'immigration, les chefs d'État et de gouvernement sont engagés à poursuivre les travaux dans la ligne des progrès qui ont été effectués avec la Tunisie et dans l'espoir, dans l'idée de reproduire ces avancées avec d'autres pays de la région. Voilà, j'ai bientôt fini. Le dernier volant, c'était les relations extérieures. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de discussions sur notre relation à la Chine, à la fois pour qu'elle joue un rôle plus constructif s'agissant de la guerre d'agression que la Russie mène contre l'Ukraine, à la fois sur les échanges économiques qui doivent être équilibrés, mais ils ne doivent pas nuire à nos intérêts stratégiques, comme je le disais, sur la partie sécurité économique, et puis en s'assurant que la Chine continue de jouer son rôle dans les grands enjeux globaux comme le climat, la protection des pandémies, etc. Il y a également une discussion sur le règlement de la question chypriote, les tensions entre le Kosovo et la Serbie, comme vous le mentionnez, essentiellement pour rappeler à chacune des parties à respecter les accords sur lesquels elles se sont engagées et surtout à les mettre en œuvre, puisque c'est là que se trouve le blocage et désescalader dans la tension qui menace de s'installer. Et puis enfin, il y a eu un mot, mais vous avez dû en parler avec l'ambassadeur espagnol sur la préparation du sommet qui va se tenir en juillet entre les pays latino-américains et caraïbes et l'Union européenne. Et enfin, sur les événements, puisque vous les avez mentionnés, Monsieur le Président, je peux vous assurer, puisque j'étais en Allemagne et j'ai vu le président Steinmeier, qui a absolument compris pourquoi la visite d'État a dû être reportée et qui se réjouit de la faire le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Avant de donner la parole à mes collègues, juste un petit point sur la Chine. En fait, ma question était tournée sur finalement la relation franco-allemande par rapport à la Chine, plutôt que la relation directe de la Chine vis-à-vis de l'Union européenne. On a quand même là compris qu'il y avait une vision peut-être divergente sur l'approche que l'on avait par rapport aux Chinois. Mais bon, voilà, peut-être qu'elle sera reposée, mais elle était plus dans ce sens. Alors, Claude. Merci, Monsieur le Président. Pour moi, ce sera très court. Madame la Ministre, merci pour votre exposé, parce que vous avez globalement déjà répondu à mes questions, puisque ma question était dirigée vers le pacte asile et migration.
Notamment, c'est la position de la Hongrie et de la Pologne qui, malgré l'accord qu'on avait qualifié d'historique, qui avait été trouvé entre les ministres de l'Intérieur des États membres, ces deux pays n'ont pas bougé d'un iota et ils ont exprimé d'ailleurs leur mécontentement lors de ce Conseil européen. Alors, vous l'avez dit et je vous encourage donc à continuer, à ce que la France continue à rechercher effectivement un consensus sur cette question afin que les pays de l'Union européenne affichent une position commune. Je vais peut-être poser une deuxième petite question en ce qui concerne les relations extérieures, parce qu'il y a une question qui reste pour moi ouverte, c'est la position de l'Union européenne par rapport aux pays maghrébins. Je veux parler de la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, qui restent liés quelque part au pacte asile et migration, puisque c'est une porte d'entrée vers l'Union européenne. Donc, je pense que là aussi, l'Union européenne, surtout par rapport au Maroc et la Tunisie ces derniers temps, doit afficher une position claire. Merci, Président, Madame la Ministre. Merci beaucoup pour vos propos. D'abord, je voudrais vous faire part de quelques inquiétudes, ce qui vient d'être évoqué par mon collègue, sur les capacités de blocage des pays membres aujourd'hui sur le pacte asile et migration, mais qui pourraient se produire sur d'autres sujets, notamment sur la révision du cadre financier pluriannuel, dont je vais parler dans un instant. Une deuxième inquiétude sur la déclaration du Président de la République, rejoint depuis par plusieurs États membres appelant à une pause en matière environnementale. Les transitions, à mes yeux, ne sont pas que des contraintes, ce sont aussi des opportunités. Donc j'aimerais avoir peut-être des explications sur ce que souhaite le gouvernement sur le sujet. Et puis une troisième inquiétude sur le Mercosur, on en a parlé avec l'ambassadeur d'Espagne. Les négociations qui étaient prévues entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine les 29 et 30 juin dernier ont été annulées par les pays d'Amérique latine. Il y a un sommet qui est prévu sur ce sujet prochainement avec les Caraïbes aussi. Et donc le volet additionnel qui a été ajouté en matière environnementale et sociale et en matière de respect des droits humains n'est qu'optionnel, n'a aucune capacité de contrainte. Et d'autre part, on a appris que le président brésilien voulait aussi renégocier l'ouverture des marchés publics aux entreprises européennes. Donc tout ça va peut-être déboucher sur une remise à plat de la négociation. Donc je voudrais avoir aussi peut-être des informations là-dessus. Enfin, dernier sujet, sur le cadre financier pluriannuel, la Commission a proposé d'injecter 60 milliards d'euros à comparer aux 1000 milliards sur la période, consacrés à des cibles très précises, l'aide à l'Ukraine, les migrations et puis les salaires des fonctionnaires européens qui doivent être ajustés au regard de l'inflation. Tout ça ne répond pas aux défis qui sont devant nous. Le fonds de souveraineté fait les frais de cette forme d'austérité et par rapport à l'IRA, la Commission ne met que 10 milliards d'euros sur la table dans le cadre du dispositif STEP. Tout ça est bien faible. Et donc, je voulais savoir ce qu'il en était du côté des recettes, puisqu'on nous annonce une contribution des États équivalente à une taxe sur les grandes entreprises de 0,5 points sur les bénéfices. Donc, est-ce que tout ça a un peu de matière ? Et est-ce que ça peut abonder le budget avec la taxe carbone et les ETS pour permettre aussi de rembourser la dette contractée par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance suite à la Covid? Merci Didier. Dominique Delège. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans son propos liminaire, le Président a évoqué la situation de l'Ukraine et fait référence à la proposition de règlement en ce qui concerne les munitions. J'ai entendu votre réponse et permettez-moi de vous dire que je l'ai trouvée intéressante, mais comme on dit à la Cour des comptes, pas très documentée.
Je veux revenir sur deux aspects plus particulièrement. Dans cette affaire, il y a une dimension politique qui a trait au régalien et à la souveraineté. Et lorsque je vois qu'à l'article 13, l'Europe pourra obtenir des informations que l'on nous refuse actuellement dans le cadre de la LPM concernant les stocks de munitions, je m'interroge sur le point de savoir qu'est-ce que veut dire souveraineté nationale si le Parlement français n'a pas accès aux mêmes documents, aux mêmes informations que le Parlement européen et la Commission. C'est donc une question politique et j'aurais souhaité une réponse plus précise, à défaut d'être plus ferme. Le deuxième aspect de cette affaire, il est économique et industriel. On parle d'harmonisation. L'étape d'après l'harmonisation, c'est l'uniformisation. Aujourd'hui, nous avons une discussion et elle peine à aboutir. Elle est longue, elle est compliquée, on peut le comprendre. Mais nous avons une discussion, notamment avec l'Allemagne, avec l'Espagne aussi, sur l'avion du futur et le char du futur. Ne craignez-vous pas qu'au travers d'une telle proposition de règlement visant à l'harmonisation, on en vienne à pouvoir peut-être fragiliser la BITD française? Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes qui vont me permettre d'apporter les précisions que vous m'avez demandées. Monsieur le sénateur Kern, sur les migrations et la Pologne et la Hongrie, oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez ironique de voir les trois pays ERC ne pas se mettre d'accord alors que ça devrait être justement, alors que c'est justement un de leurs fondamentaux de convergence. Nous allons continuer les discussions, il y aura les trilogues et l'intérêt des 27 est vraiment d'arriver à conclure ce pacte asile et migration pour lequel on avait quand même fait une avancée décisive 10 ans après le blocage. Donc les discussions vont continuer. Évidemment, le Conseil européen n'est pas le lieu de ces négociations. Quand elles s'enlisent, il faut reprendre attache à d'autres niveaux. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour vous tenir au courant au fur et à mesure des discussions. Sur la dimension externe, l'idée, c'est bien d'arriver à quelque chose avec la Tunisie maintenant. Vous savez qu'il y a des discussions là-dessus, quelque chose d'équilibré, où effectivement, on les aide dans la gestion de ce qui se passe, on les aide dans leur développement, mais évidemment, ce sera conditionnel, c'est comme ça l'est toujours. Il y a, et ça sera la même chose pour les autres pays sur lesquels nous sommes tous en train de travailler. Je peux vous assurer qu'il y a une étroite coopération entre l'Union européenne et tous les États membres. Comme vous savez, la présidente de l'Union européenne est allée avec le Premier ministre hollandais et avec la présidente du Conseil italienne en Tunisie. Et ensuite, le ministre de l'Intérieur Darmanin et la ministre de l'Intérieur d'Allemagne avait l'intention également de faire des actions conjointes. Donc tout le monde se parle et se coordonne et l'intérêt n'est évidemment pas... on a tous intérêt à le faire de façon coordonnée et pas tomber dans un piège où les pays pourraient nous instrumentaliser. Monsieur le sénateur Marie, vous m'avez mentionné 4 points. Le premier étant ce sujet de l'unanimité, qui je pense est effectivement... un sujet très important. Alors, il y a des décisions, comme vous savez, qui se prennent à la majorité qualifiée et on essaye, et je crois que le président de la République a vraiment été à l'avant-garde de ça, de plaider pour réformer la gouvernance sur les points où ça peut être. Quand on parle, par exemple, des amis de la majorité qualifiée en matière d'affaires étrangères, pour l'instant, on se concentre sur des points qui sont des points humanitaires, qui sont des missions civiles, puisque bien sûr, il y a des prérogatives des affaires étrangères qui devront rester nationales. Mais donc, ça va faire partie des points qui devront être discutés et probablement revus pour certains sujets lorsqu'on parlera de réforme de l'Union européenne ou de transformation de la gouvernance de l'Union européenne, dans la perspective de l'élargissement, mais aussi pour qu'on puisse fonctionner de façon plus fluide.
En ce qui concerne la pause réglementaire, je vais être très claire, la France veut aller au bout de tous les règlements qui sont prévus en application du Pacte vert. L'objectif est bien de réduire les émissions de 55% d'ici à 2030 et d'arriver à la neutralité climatique d'ici à 2050, et c'est ce que le président de la République a dit. Je crois qu'il faut le répéter parce que je pense qu'on n'entend pas assez. L'Europe est la région du monde la plus en pointe en matière de transition énergétique et d'écologie en général. Alors, ce que nous voulons faire, c'est évaluer l'impact des normes qui ont été prises, accompagner ceux qui en ont besoin, et par ailleurs que la Commission, effectivement, facilite les soutiens financiers qui sont nécessaires pour la transition. Voilà, donc on ne veut pas de surenchère réglementaire, on veut l'application et les financements qui vont avec. Et je reviendrai sur ce qui m'amène d'ailleurs à la transition sur le fonds de souveraineté. C'est un début pour ces financements qui vont nous aider à faire la transition. Vous savez aussi qu'il y a les fonds sociaux qui sont de l'ordre de 80 milliards. Et en ce qui concerne la réponse à l'IRA, ce n'est pas que le fonds de souveraineté. La réponse à l'IRA, c'est 3 choses. C'est la simplification en matière d'aide d'État, avec un abaissement des seuils de façon à aller beaucoup plus vite, parce que ce que fait l'IRA, c'est quand même des choses simples. Donc il faut qu'on réduise la bureaucratie de façon massive. Et pour les PIEC, on en avait parlé, passer d'autorisations qui demandent 2 ans à des autorisations qui devraient être faites en 6 mois. Donc il y a un élément simplification, un élément aide d'État nationale, l'élément fonds de souveraineté de façon à ce qu'il n'y ait aucun pays qui puisse faire des aides d'État massives au détriment d'autres. C'est vraiment pas le moment de se faire de la concurrence là-dessus. Et quand le président de la République avait répondu à des questions à ce sujet à la suite du Conseil européen de février, il avait bien présenté l'ensemble des financements qui sont possibles comme une réponse qui serait équivalente à 400 milliards d'euros. Donc on match en bon français les fonds qui sont mis à disposition aux États-Unis. Et j'en veux pour preuve, prenez le cas des usines qui ont été inaugurées par le ministre Bruno Le Maire, qui, notamment dans les batteries, ou dans l'hydrogène, qui sont des premières, qui sont de très gros investissements, qui se chiffrent en plusieurs milliards. On a vu aussi la même chose en Allemagne avec Intel. Sur le Mercosur, je peux vous assurer d'abord que le Conseil UE-CELAC ne sera pas que sur ce sujet, et ensuite que la position de la France est très claire et n'a pas changé. On a eu l'occasion d'en parler. Il ne peut pas y avoir d'accord commercial qui ne soit pas un accord d'abord stratégique, avec de la réciprocité, et qui respecte les accords de Paris, nos normes environnementales et sociales, y compris sur la déforestation. Et par ailleurs, pas de division des accords commerciaux, c'est une ligne rouge de la France. Le Parlement français doit avoir son mot à dire, surtout après la proposition de résolution qui a été faite. Sur le contrat de financement pluriannuel, je crois que j'ai répondu sur l'aspect fonds de souveraineté. Sur l'aspect ressources propres, vous avez complètement raison. Il doit y avoir plus de travail à ce sujet. On n'y est évidemment pas... Il n'y a pas tout ce qu'il faut, c'est clair. Il y a le MACF, le marché carbone, mais ça ne suffira pas, on l'a dit à la Commission. Et donc, on va attendre des propositions dans les prochains mois et on veut comprendre un petit peu mieux cette éventuelle taxe sur les entreprises. Monsieur le sénateur Delegue, sur le règlement ASAP et notamment l'article 13, je peux vous assurer que nous ne fournirons jamais à la Commission des choses auxquelles le Parlement français n'aurait pas accès. Et les dispositions auxquelles vous faites allusion, que ce soit le dispositif de cartographie des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement, que ce soit la possibilité pour la Commission de prioriser des commandes, notamment au profit de pays tiers, que ce soit les dispositions allégeant le contrôle export, toutes ces dispositions ont été écartées et donc maintenant nous allons pouvoir procéder au trilogue. Ça, c'est pour la question politique que vous m'avez adressée. Sur les aspects économiques et industriels et l'harmonisation, à nouveau, la France est très claire sur les intérêts de sa base industrielle de défense et continuera de se battre dessus. Nous sommes toujours sur la même position, qui est que nous devons développer plus l'industrie de défense européenne
à partir notamment de ces industries existantes, et que quand il y a financement européen, c'est pour aller à des capacités de production européennes et à des achats européens. Merci. On passe à l'autre série. Pascal Grunier et Pierre-Laurence préparent. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi j'ai une première question très générale, mais nous sommes à la veille des élections européennes. Donc ma question, c'est les Français, que pensent-ils de l'élargissement de l'Union européenne? Ensuite, vous avez parlé de la santé. Ça fait partie des dossiers que je suis avec ma collègue Laurence Harribey. Donc j'ai posé une question tout à l'heure à l'ambassadeur concernant le paquet pharmaceutique et si les débats seront poussés en fait pour arriver à la finalité que nous attendons. Et dans ce sujet des médicaments, j'ai participé aussi à la commission d'enquête sur la pénurie de médicaments en France. Et donc, quand vous parlez de relocalisation, qui va décider du type de production médicamenteuse qui vont revenir dans l'Union européenne, avec quand même comme sujet des usines souvent Céveso++, parce que finalement, on s'assied un peu sur les normes quand c'est fait très loin de nous, mais ça fait partie des questions qui sont posées. Nous avons rendu aussi un rapport sur les données de santé. Vous en avez parlé. On a fait des propositions. J'espère que vous les regarderez. Et avec Laurence Harribey, nous sommes bien sûr à votre disposition pour en parler, parce que à la fois c'est important parce que au sein de l'Union européenne, tout le monde voyage, que ce soit professionnellement, que ce soit pour les études, que ce soit aussi pour la vie personnelle. On a aussi nos régions transfrontières, et donc on a besoin en fait de ce partage de données de santé pour en cas de problème pour une personne, un patient, et puis deuxièmement pour la recherche dont on a toujours vraiment besoin, particulièrement pour les maladies rares, particulièrement pour le cancer, les cancers pédiatriques. Donc on a vraiment besoin de ce partage, mais en même temps il faut faire attention, et surtout vis-à-vis des pays tiers qui sont là autour de nous pour récupérer ces données de santé, pas toujours pour un but très humanitaire. Et juste une question encore sur les travailleurs de plateforme, parce que ce dossier n'avance pas. Je ne sais pas si on arrivera au bout à un moment donné. Je sais que la France n'est pas très favorable finalement à ce qu'une majorité au sein de l'Union européenne souhaiterait, particulièrement sur le salariat. Voilà, et sur le Mercosur, bien entendu, je suis d'accord avec vous. Vous paraissez très ferme sur les mêmes normes, mais en revanche, monsieur l'ambassadeur d'Espagne n'était pas aussi ferme que vous en disant qu'il fallait avancer pas à pas et qu'il fallait peut-être laisser un peu d'ouverture. Moi, je pense qu'on ne peut pas demander aux Français, aux agriculteurs, de respecter des normes. Les Français demandent à manger de plus en plus sainement, et puis accepter en fait d'introduire des produits qui ne seraient pas dans nos normes. Merci. Oui. Bonjour Madame la Ministre. J'ai trois questions rapides. La première concernant l'Ukraine et le sommet de l'OTAN. Vous avez redit tout à l'heure, reparler de garantie de sécurité, que c'est autour de cette notion-là que les Européens allaient avancer leur position au sommet de Vilnius. C'est ce que vous m'aviez répondu dans l'hémicycle, dans le débat préalable au Conseil européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que recouvre cette formule, c'est-à-dire derrière cette formule de garantie de sécurité, qu'est-ce que concrètement ça peut vouloir dire
dans ce qui serait mis sur la table à l'OTAN, au sommet de l'OTAN. Et à propos du sommet de l'OTAN, est-ce que les Européens, j'entends bien la discussion de l'Union européenne, vont à ce sommet, pour ce qui est des pays membres, avec des positions égales ou diverses? La deuxième chose, elle concerne, mais mon Didier Marie est déjà intervenu, vous avez répondu sur le cadre financier pluriannuel, enfin sur ce qu'on a du mal à percevoir quand même, c'est sur tous les enjeux de souveraineté, de réindustrialisation les plus diverses, mais y compris Pascal Bruni vient de parler de la santé. Ce matin, il y a la publication du rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les pénuries de médicaments, qui fait un certain nombre de préconisations. Sur tous ces sujets-là, on voit bien qu'on est quand même pour le moment en manque de financement. Et on est quand même dans un paradoxe qui est qu'on a ouvert un peu les vannes budgétaires pendant la période Covid. On a l'impression qu'à la période post-Covid, on va être plutôt dans une période de restrictions budgétaires. Or, c'est pourtant à ce moment-là qu'il faut s'attaquer au financement de toute la reconquête de nos souverainetés. Donc, on sait tous qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table dans beaucoup de domaines. Donc, la question du financement de tous ces plans, je pense qu'on est loin d'être au bout de ce sujet et on ne voit pas bien comment on va résoudre cette contradiction. Et la dernière chose, je n'avais pas prévu de poser la question, mais puisque vous l'avez évoqué d'un mot, ça m'intéresserait que vous en disiez plus sur ce qui s'est dit à propos de Chypre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une tentative ou une discussion à nouveau de l'Union européenne pour tenter la relance d'une initiative politique sur Chypre? Ça m'intéresserait de connaître ce qui s'est dit au Conseil européen sur ça, puisque vous l'avez évoqué, ça m'intéresse. Voilà. Merci, Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Le sujet n'ayant pas été évoqué, donc je me permets de poser la question, c'est d'avoir un peu plus de précision par rapport à l'avancement justement des négociations sur le marché de l'électricité. On sait très bien que les positions sont divergentes. Le ministre Bruno Le Maire a déclaré encore récemment qu'il fallait des prix qui soient proches des prix de production, notamment des mix énergétiques nationaux. On voit que l'Espagne, elle, je dirais, pousse sur le renouvelable. Ils ont aussi mis en place un mécanisme qu'on appelle le mécanisme ibérique, d'une certaine façon. Donc, que l'Allemagne, elle, également a une position divergente. Donc, comment arriver, d'une certaine façon, à faire converger sur une position commune qui puisse, je veux dire, permettre à la France à la fois de bien évidemment de protéger les consommateurs, mais aussi d'avoir de la visibilité, notamment pour les entreprises, puisque l'Arenh, elle, va disparaître en 2025. Néanmoins, les entreprises qui vont s'engager, notamment dans des contrats à long terme, vont commencer à négocier fin 2023, voire 2024, des contrats qui vont durer sur plusieurs années. Donc voilà, il y a à l'heure actuelle un certain flou et une certaine urgence pour le monde économique d'avoir un prix de l'énergie, enfin de l'électricité qui soit stable. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces questions. Donc, Madame la vice-présidente Gruny, sur les élections européennes et l'élargissement. Je vais faire 3 points. D'abord, il y a des étapes et un calendrier pour prendre des décisions d'ouverture des négociations, qui ne sont pas la fermeture des négociations. Et cette décision, nous aurons un rapport formel en octobre de la Commission européenne sur les progrès en matière de conditions qui ont été mises pour ouvrir ces négociations, et une décision a priori en décembre. L'idée est bien évidemment de renforcer les procédures, pardon de parler de procédures, dans les deux sens. À la fois des procédures de réforme des États candidats, pour que ce soit
peut-être plus rapide, mais surtout plus solide. Et puis, la procédure de transformation de l'Union européenne pour s'assurer de la solidité des institutions. On a vu dans la période récente à quel point c'est important. Et enfin, aucune décision de ce type n'est prise, vous le savez, sans consultation des parlements et éventuellement de la population. Sur le paquet pharmaceutique, les médicaments et les données de santé. D'abord, permettez-moi de vous dire que, bien sûr, nous avons suivi la proposition de résolution que vous avez adoptée hier et que je suis à disposition pour discuter des propositions que vous avez avec vous, puisque, comme vous le savez, on forme la position française à l'Union européenne à partir des positions des parlementaires et des discussions en interministériel. Donc, votre contribution est bien évidemment essentielle. Vous m'avez posé la question de qui prend la décision de où se mettent les entreprises. Je vais vous dire, c'est chaque État. Et comme vous savez, en France, on est en train de relocaliser, si mes souvenirs sont bons, au moins 2 usines de production de médicaments. Maintenant, le Conseil européen a invité la Commission à proposer une initiative en vue de l'adoption de mesures urgentes pour assurer une production et une disponibilité suffisante en Europe des médicaments les plus critiques. C'est le Critical Medicine Act. Et bien sûr, nous allons l'étudier. Et bien sûr, moi, je suis à votre disposition pour en parler. Sur les travailleurs des plateformes. Alors, le dossier avance. Comme vous savez, les trilogues sont ouverts, puisqu'il y a eu un accord au Conseil EPSCO du 12 juin 2023 pour améliorer à la fois les conditions de travail et les droits sociaux des personnes qui travaillent via une plateforme. L'objectif, vous le connaissez, c'est celui de disposer d'un cadre commun au niveau de l'Union pour encadrer ces nouvelles formes de travail. Et nous avons aussi voulu à la fois mieux protéger les travailleurs des plateformes, mais aussi préserver la liberté des indépendants qui sont nombreux en France. Et bien sûr, dans les trilogues, nous allons veiller à ce que cet équilibre soit préservé, notamment en ce qui concerne, et ce qui, j'imagine, vous concerne, qui est la présomption de salariat. Sur le Mercosur, c'est pas un mystère, effectivement, que l'Espagne y attache beaucoup d'importance. C'est vrai qu'il y a des enjeux stratégiques, notamment parce qu'il y a d'importantes réserves de lithium dans ces pays, comme il y en a au Chili. Mais c'est important pour nous aussi que nous ayons des mesures miroirs. C'est peut-être un point que je n'avais pas mentionné avant. Et que, évidemment, quand on demande à nos agriculteurs de respecter des normes, on les implique, on fait la transparence sur les autres. Je crois que le modèle en la matière, c'est vraiment l'accord que nous avons signé à la Nouvelle-Zélande. Et pour nous, c'est le nouveau référentiel en matière d'accords commerciaux. Monsieur le vice-président Laurent, donc vous m'avez interrogé sur ce que voulait dire ces garanties de sécurité. Il y a 3 points qui sont importants, je crois, et à retenir. La première, c'est d'abord ce qui correspond à une pérennisation de la facilité européenne de paix qui, comme vous savez, permet de fournir des équipements, des munitions, et ce qu'on veut qui dure dans le temps. C'est à hauteur de 5 milliards à peu près par an pour nous, Union européenne. Il y a évidemment un engagement des Américains sur ce sujet aussi. De même, on veut continuer la formation des soldats. Vous savez que nous avions un objectif de 30 000 soldats ukrainiens formés sur le sol européen d'ici à la fin de l'année. Et il faut évidemment que ça continue dans le temps. Et puis, un renforcement des capacités de production aussi. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez sans doute vu que l'Estonie avait fait une proposition en la matière, que nous avons regardé, que le président a regardé avec un œil favorable, qui évidemment consiste en fait à cette économie de guerre dont nous parlions. L'idée générale étant que tout ce que nous avons fait, on puisse se prolonger suffisamment dans le temps pour que ce soit très dissuasif pour des puissances non amicales. En ce qui concerne les médicaments et tout ce qui est réindustrialisation, souveraineté et mesures de financement, vous avez raison. Alors, nous, on a beaucoup insisté à la fois sur les aides d'État, sur la flexibilité dans l'utilisation des fonds sur laquelle il faut que la Commission aille plus loin et sur le fonds de souveraineté. Et je crois que votre question s'inscrit dans un temps plus long avec celui des investissements dans la défense,
la transition énergétique, la transition numérique, et puis je rajouterai la reconstruction d'Ukraine. Tout ça va demander évidemment des financements importants. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus sur les ressources propres et qu'on étende la possibilité de ressources propres. Et puis peut-être se posera à un moment la question effectivement d'un nouvel emprunt commun pour faire face à toutes ces transitions. Sur la question de Chypre. Effectivement, Chypre demande que l'Union européenne s'implique plus et en a fait état au Conseil européen. Et effectivement, nous sommes dans une nouvelle période après les élections qui ont eu lieu à la fois à Chypre et puis en Turquie. Josep Borrell, pendant le Conseil, a effectivement communiqué, redit sa disponibilité à faciliter les échanges avec prudence, mais c'est aussi notre intérêt que ce sujet soit traité en européen. Monsieur le sénateur Houllegatte, sur la réforme de l'électricité, il y a plusieurs points et sur lesquels je crois que nous sommes complètement d'accord. D'abord, la neutralité technologique est extrêmement importante. Nous le redisons sur chaque texte qui touche à l'énergie, que ce soit d'ailleurs la réforme du marché de l'électricité, que ce soit le texte RED que vous avez sûrement suivi, et que ce soit d'ailleurs le Net Zero Industry Act qui, là aussi, doit comprendre en son sein la neutralité technologique. Et donc ça veut dire qu'on va respecter l'énergie mixte des autres et qu'on s'attend à ce qu'ils respectent le nôtre. Et comme vous l'avez dit, l'enjeu est à la fois un enjeu de prix, de visibilité, ce qui je crois est vraiment un pilier de la compétitivité européenne et d'investissement. Le mécanisme ibérique, ça va s'arrêter à la fin de l'année, tout comme la REN d'ailleurs devrait s'arrêter en 2025. Dans le texte, vous m'arrêtez quand je vous ennuie avec trop de détails techniques, mais les discussions sont maintenant sur les contrats pour différence. Et là, je crois qu'il y a des marges de négociation qui nous permettront à nous d'avoir un prix stable et qui reflète tous les investissements que nous avons faits dans le passé et pour lesquels il ne faudrait pas payer deux fois, et en même temps qui prend en compte aussi la nécessité d'investir plus et qui permettent aussi aux autres d'investir en conséquence. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la Ministre, un petit point juste à la fin. Je vous ai montré tout à l'heure un message d'un communiqué de presse AFP disant que l'Agence européenne des droits fondamentaux a déclaré hier que la France était un État policier assimilé à un État raciste et une police raciste. Je voudrais savoir si le gouvernement va réagir fortement à ces propos, parce que moi j'en ai assez de voir mon pays sali en permanence. Et si les agences demain prennent le dessus, comme c'est le cas en France, de ce que peut être un Parlement, de ce que peut être un gouvernement, de ce que peut être une commission, on n'a pas fini d'en discuter. Donc moi je veux savoir réellement si le gouvernement va réagir à cela, parce que l'Agence européenne des droits fondamentaux, c'est la même qui intervient sur Frontex et qui empêche finalement un travail évolutif de Frontex. Moi, je suis exaspéré de voir ça et j'espère que vous comprenez mon exaspération. Monsieur le Président, merci d'abord de m'avoir montré ça. Alors, je vais être très claire. Il y a eu Didier Reynders qui s'est exprimé aussi. Je l'ai dit à la radio ce matin. Il n'est pas de la compétence de Didier Reynders et de la Commission européenne de s'intéresser à la façon dont la France gère les forces de l'ordre. Et donc il y a un rapport état de droit qui est sorti hier dans la Commission et les forces de l'ordre ne sont pas discutées dans ce rapport. Il n'y a pas de racisme systémique dans la police, le ministre Darmanin l'a dit, plusieurs ministres se sont exprimés à ce propos, et je crois qu'il ne faut pas confondre les actions d'une personne ou un acte sur lequel les lois de la République vont s'appliquer. Il y aura de la justice, personne n'échappe à la justice en France et aux lois, ni les citoyens, ni un agent de police. Mais, et je l'ai dit très clairement sur RFI ce matin, Didier Reynders n'est pas compétent sur ce sujet. Et on attend donc qu'il ne fasse pas ce genre de déclaration. Et quant à l'Agence européenne de droits fondamentaux, on va bien évidemment regarder plus en détail ce qu'ils ont dit et réagir s'il le faut. Merci, Madame la Ministre. Quand on parle d'union, ça nécessite aussi de la part de ceux qui la constituent, des institutions qui la constituent, un respect des États membres. Peut-être que l'union sera plus facile dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et bien, finalement, regardez, en 1 heure, on a fait le travail.
C'est parfait. Merci à vous et à une prochaine fois. Pour maintenant, je pense que ce sera la rentrée. Hein. Je suis très triste. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et merci pour toutes vos questions qui nous permettent de rentrer un peu plus dans les détails. Merci.